Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici le sommaire de l'actualité de ce vendredi 21 avril. La princesse Charlène était ce matin aux côtés d'enfants pour l'opération Learn to Swim et ainsi leur apprendre les bases de la natation. Retour sur les temps forts de ce moment de partage dans quelques instants. La journée mondiale de la créativité et de l'innovation est célébrée chaque 21 avril. Son but, sensibiliser sur l'importance de l'innovation dans tous les aspects du développement humain. Fabrice Marquet est en principauté un témoin privilégié des évolutions technologiques de ces dernières années et il sera notre invité. La grande finale de la Coupe de France de basket aura lieu demain entre la Roca Team et l'Asvel. Un déplacement à l'Accor Arena très attendu pour les Rouges et Blancs. Plus d'informations à venir sur les enjeux de ce choc. Après l'énorme succès de sa première édition, l'événement Fête de la danse revient cet été en principauté. La conférence de presse de présentation s'est d'ailleurs tenue ce matin. Vous allez l'entendre avec notre invité Jean-Christophe Maillot. Il y aura beaucoup de nouveautés et de surprises. Le stade Louis II accueillera demain le traditionnel tournoi de Sainte-Dévote de rugby à 7 réservé aux enfants de moins de 12 ans. À la veille du tournoi, certaines équipes étaient à la piscine du stade pour participer à différents ateliers Water Safety en présence de la princesse Charlène. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Avec ses programmes Learn to Swim et Water Safety, la Fondation Princesse Charlène de Monaco soutient de nombreux projets qui permettent d'enseigner les gestes de sauvetage et les bases de la natation aux enfants et aux adultes exposés au risque de noyade dans le monde entier. À la veille du tournoi de rugby à 7 de Sainte-Dévote qui réunira samedi 20 équipes de jeunes de moins de 12 ans, venant de 17 pays, la princesse Charlène s'est rendue à la piscine du stade Louis II vendredi matin pour participer avec les enfants à différents ateliers sur le thème de la prévention de la noyade. Nous avons ici 85 enfants qui viennent de différents pays. Ce seront les jeunes des équipes de rugby qui vont participer au tournoi de demain. Et avec ici, on leur propose des ateliers de sauvetage et d'initiation à la natation, voire les premiers gestes. Et en plus avec l'équipe de Pierre Frola qui encadre avec les moniteurs aussi du stade Louis II. Avant de se retrouver sur la pelouse du Louis II, demain, ballon ovale en main, les enfants venus d'Équateur, d'Afrique du Sud, du Maroc, de l'île Maurice, de France ou encore de Géorgie ont pu apprendre les gestes de premier secours avec les équipes de la Croix-Rouge, s'initier au water polo, au plongeon ou au sauvetage aquatique. C'est très important aussi. Si un jour, même si tu es enfant, si un jour il y a un adulte qui peut se noyer, tout ça, même si tu es enfant, tu peux quand même essayer de le récupérer, de faire tout ça, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez appris des choses justement? Le sauvetage en mer, les bouées. Je remercie beaucoup à l'organisateur, Fondation de Princesse Charlène, et notamment aussi Fédération Rugby Monégasque. Des débuts d'arriver à l'aéroport jusqu'à l'hôtel et piscine, ça soit vraiment cet esprit de partage, solidarité, entraide, connaissance, intégration. Donc encore une fois, bravo et je souhaite à tous participer au moins une fois à cet événement. Le Jamaïcain Tyler Bush, capitaine des Monaco Impies, vainqueur du mythique tournoi de Melrose en Écosse et parrain du tournoi Sainte-Dévote, est venu saluer les enfants ce matin avant de les retrouver samedi pour une grande journée de rugby et de partage. Aujourd'hui est la journée internationale de l'innovation. Fabrice Marquet s'est vrai en principauté un témoin privilégié des grandes tendances des évolutions technologiques. Il a fait des études scientifiques et a notamment été l'interlocuteur des startups en devenir de Monaco Tech. Il évolue aujourd'hui encore dans ce domaine. Nous lui avons demandé ce que revêt pour lui ce terme d'innovation et ce que l'on peut attendre des années à venir en la matière. Il est interviewé par Patricia Navarro. Fabrice Marquet, bonsoir. Bonsoir Patricia. C'est aujourd'hui la journée de l'innovation. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez porté sur les fonds baptismaux Monaco Tech et vous avez ensuite créé avec d'autres Monaco Foundry. L'innovation, c'est ce qui guide votre parcours et quelque part qui vous donne envie d'avancer et de vous battre pour ceux qui contribuent à l'innovation.
Oui, tout à fait. C'est une passion qui m'a guidé tout au long de ma carrière. Tout d'abord en tant qu'ingénieur, créateur d'innovation, en tant que chercheur académique. Et puis finalement maintenant dans ma vie, après de créateur de programmes d'innovation et maintenant de pouvoir aider des entrepreneurs à porter leurs projets, à se développer et à se faire financer. Alors si l'on définit l'innovation, ce n'est pas tout à fait l'invention, c'est plutôt quelque chose qui contribue à améliorer les choses déjà existantes. Exactement, on peut voir ça très simplement, c'est quel problème on résout et est-ce que les gens vont apporter une importance aux problèmes que l'on résout. Où en est aujourd'hui la Monaco Foundry que vous avez lancée à Monaco ? On continue de se développer, ça fait 3 ans maintenant qu'on est en activité. On a commencé, on va dire, de manière un peu artisanale à construire notre propre portefeuille de sociétés. Aujourd'hui, on a 18 sociétés en portefeuille dans lesquelles nous sommes actionnaires, un peu partout dans le monde, de la Lettonie aux États-Unis. On a déjà eu 3 exits, on a vendu 3 de nos sociétés, donc on est content, ça montre que le modèle peut créer de la liquidité pour les investisseurs. Et en fait, ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'on travaille à la 2e étape de notre projet, en fait, qui va permettre de porter à l'échelle ce que l'on fait et d'avoir une plateforme et un écosystème. Et en fait, on veut créer un écosystème pour tous les entrepreneurs partout dans le monde. Mais comment sélectionnez-vous les startups que vous recensez, que vous soutenez ? Alors, tout d'abord, exactement, c'est que, comme je vous le disais, on a commencé par être artisanal et donc nous-mêmes de questionner les porteurs de projets, de regarder, de faire des rapports et d'aller regarder leurs données de manière manuelle. Et en fait, fort de cette expérience et d'expérience collective de notre vingtaine d'associés, nous avons créé un protocole d'accréditation automatisé où en fait on est capable de manière complètement automatique de créer un prospectus investisseur d'une start-up et de créer un rapport qui va permettre aux investisseurs potentiels ou aux programmes d'innovation qui vont faire la sélection d'avoir un aperçu détaillé des forces et des faiblesses de chaque projet. Mais quelles sont, selon vous, les clés pour séduire les investisseurs? C'est le domaine d'activité qui prime, le produit, l'équipe, c'est l'innovation, pour en revenir à notre propos de début d'entretien? Il y a plusieurs critères. Oui, il y a vraiment une approche marché, bien entendu. La question, encore une fois, comme je disais au début, est-ce qu'on résout un problème qui a de l'importance pour les consommateurs? Est-ce qu'on a une approche qui est locale? Est-ce qu'on parle d'un marché global? Donc forcément, un investisseur va être beaucoup plus intéressé par une approche globale. Quels sont les compétiteurs? Est-ce qu'on est en compétition face à des grandes entreprises qui sont là depuis des années et qui ont des moyens presque illimités? Ou est-ce qu'on se bat contre des startups? Ou est-ce qu'on se bat contre personne et uniquement des substituts? Donc c'est un peu toute cette approche qu'un investisseur va regarder. Bien sûr, ensuite, il y a avant tout l'équipe et la mentalité des fondateurs. Je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que nous, dans notre protocole d'accréditation, on incorpore des tests psychométriques. Parce que pour nous, en fait, il y a un équilibre très instable à trouver en tant que fondateur de start-up. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir assez de passion et de motivation pour continuer à avancer parce que on se mange un peu des baves dans la figure toute la journée, donc il faut continuer d'avancer. Et en même temps, il faut être assez empathique et se remettre en question constamment pour écouter le bon feedback, savoir manager une équipe, etc. Et donc, c'est presque un équilibre instable, un peu schizophrénique. Et donc, l'idée, c'est de savoir identifier les personnes qui ont les bonnes mentalités pour être porteurs de projet. Après la période Covid, et alors qu'il y a des soubresauts un peu difficiles quand même dans le milieu de la finance et plus particulièrement du financement des startups, c'est devenu plus délicat qu'avant de lancer sa startup et d'obtenir un soutien de la part des investisseurs? Oui, je pense qu'en fait tout est cyclique. Et là, dans une période un peu plus de crise où finalement l'argent ne va plus être jeté par les fenêtres et ne va plus être déployé parce qu'il doit être déployé. Donc du coup, ça va forcer les investisseurs à être un peu plus professionnels et à industrialiser leur processus d'investissement. Et en même temps, ça va aussi forcer les fondateurs à être aussi plus professionnels et de savoir en fait qu'est-ce qu'attend un investisseur et comment faire passer le message et comment vendre un projet de start-up qui est finalement un produit d'investissement. Alors justement, pour conclure, Fabrice Marquet, vous m'y amenez, pour permettre aux start-up innovantes de se développer, quels seraient les principaux conseils que vous leur donneriez ? Avant tout, de savoir s'entourer. C'est ça qui est difficile en fait. Et c'est là où on se rend compte qu'on perd énormément de temps à trouver les bons acteurs. Ça veut dire trouver les bons investisseurs, trouver les bons prestataires de services, trouver les bonnes personnes pour faire partie de l'équipe. Et c'est un processus aujourd'hui qui est très chaotique, très désordonné et qui induit une perte de temps vraiment considérable. Et du coup, c'est un peu nous la vision qu'on a sur la plateforme et l'écosystème que l'on crée, c'est de pouvoir faire du matchmaking, d'identifier les acteurs pertinents, d'être l'agent de confiance et de mettre en relation des acteurs qui ont besoin de se parler et pour qu'en fait
de manière ultime, en fait, on ait plus de startups qui réussissent et que tous ces processus-là gagnent en temps et d'automatiser un maximum ce qui peut être automatisable. Merci Fabrice Marquet, cofondateur de Monaco Foundry, d'avoir répondu à ces questions à l'occasion de la Journée internationale de l'innovation. Merci beaucoup Patricia. Et notre journaliste Émilie Terrasson est allée justement vous poser la question: quelle innovation technologique vous a le plus marqué ces dernières années? Vos réponses sont diverses. L'accès plus rapide à Internet, puis on a accès à tout avec les applications, que ce soit la banque, que ce soit tout, quoi. On a accès à tout. En fait, ça a remplacé un peu l'ordinateur. Je pense que c'est les bornes électriques à Monaco pour les voitures, il y en a de plus en plus. Moi j'ai une voiture électrique et c'est vraiment bien, on peut vraiment se charger de partout. C'est vraiment très pratique. L'IA, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Tout ça, c'est même, pour mon niveau à moi, c'est impensable. Le téléphone portable, je pense que c'est l'attraction où l'évolution a été le plus, vous savez, avec les smartphones. Je pense que c'est l'évolution où il y a eu le plus d'évolution, quoi. Maintenant, on peut passer un scanner ou un IRM et puis on voit le corps entier, on sait tout, on voit tout en détail, c'est extraordinaire. Étant donné que je travaillais dans tout ce qui est gestion des bâtiments énergétiques, moi je dirais que c'est surtout ça, c'est de pouvoir justement maîtriser tout ce qui est chaufferie, éclairage grâce au système de technologie. On ouvre une page de sport après une rencontre de championnat. La Roca Team a pris la direction de Paris ce matin pour préparer la finale de Coupe de France. Elle aura lieu ce samedi face à l'Asvel. Yannick Debever, bonsoir. Alors, quelle est l'importance de ce rendez-vous pour nos Roca Boys ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Et bien écoutez, c'est d'une importance capitale. Et je ne dis pas ça seulement parce qu'ils jouent à l'Accor Arena de Paris, mais surtout parce que Monaco veut remporter des trophées. Personne ne doute que la Roca Team possède le meilleur effectif du championnat de France et ce depuis la saison dernière. Reste maintenant à concrétiser cette supériorité. L'échec de la Leaders Cup veut être effacé et rien de mieux pour cela qu'une victoire en Coupe de France face à l'ennemi juré Villeurbanne. En 4 confrontations cette saison, Monaco est invaincu face à l'Asvel. L'avantage psychologique est donc peut-être du côté du Rocher. Je vous propose d'écouter Elie Okobo et Sacha Obradovic. C'était hier soir au sortir du match face à Strasbourg qui s'est dessiné en prolongation. Ça fait du rythme, après c'est vrai que c'est pas facile de temps en temps de se mettre dedans, mais c'est important. Va falloir arriver samedi prêt parce que ça va être une vraie finale avec du haut niveau. It's a goal, one of the goal, season, game. I said a different approach, different preparation, different scouting, different attitude to the game, to the small details. Monaco n'a qu'une journée de repos avant la finale, tandis que son adversaire, l'Asvel, a pu profiter d'une semaine entière sans match. Un point qui peut compter, même si l'on sait que la Roca Team a l'habitude, cette saison, de jouer tous les 2 jours. I don't want any excuse before this, I still believe my team, will have, the power, mental. Un rythme effréné pour une Roca Team en quête de son premier succès en Coupe de France 40 ans après sa dernière finale perdue face à Limoges. Le choc Monaco-Asvel, c'est ce samedi à 16h45 depuis l'Accor Arena de Paris dans laquelle 500 supporters rouges et blancs sont attendus. Et je vous informe que cette rencontre sera diffusée en clair sur la chaîne L'Équipe, mais aussi sur grand écran au marché de la Condamine. Pour l'AS Monaco FC, les rencontres s'enchaînent aussi et dans un sprint final où tous les matchs ont une importance. Le déplacement à Lens ce samedi est forcément très particulier. 2 petits points seulement séparent en effet les 2 équipes au classement. Philippe Clément s'est exprimé face aux journalistes avant ce choc très attendu. Il parle notamment de la rivalité potentielle entre les 2 équipes extraites. C'est 2 équipes qui ont joué bien. Avec nous deux, avec le point que nous avons pour le moment, l'année passée, nous étions aux 2e place. Nous ne sommes pas pour le moment. C'est 2 équipes avec des joueurs, avec des ambitions, avec des entraîneurs, avec des ambitions. Et comme ça, et 2 équipes qui attaquent aussi, qui jouent un foot offensif. Ça, c'est un match très intéressant.
pour tous les gens qui regardent ce match. Et ouais, c'est très intéressant. C'est aussi un peu un match de la jeunesse contre une équipe qui est plus expérimentée, avec plus d'âge. C'est aussi un petit peu. Oui, je suis très curieux pour ce match. J'ai beaucoup envie. Le coup d'envoi de Lens-Monaco sera ce samedi à 21 h pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. À l'occasion de la seconde édition de Fête de la Danse, une conférence de presse s'est tenue aujourd'hui. Ce bel événement aura lieu les 8 et 9 juillet prochains. Pendant plus de 24 heures, la place du Casino va ainsi devenir un gigantesque dance floor à ciel ouvert. Pour nous en parler, je vous propose de retrouver Jean-Christophe Maillot, le directeur des Ballets de Monte-Carlo. Il est à l'initiative de cette manifestation. Bonsoir à vous. Alors avant d'aborder le programme précis de Fête de la Danse, j'aimerais que l'on parle de l'essence même de l'événement qui est de réunir danseurs professionnels et amateurs autour d'une même passion. Absolument, c'est l'idée principale même de cette fête de la danse. Je dirais même avant de parler des professionnels, je parlerai du public qui devient lui-même acteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de proposer, c'était l'origine de l'idée d'ailleurs, de proposer à ce public qui nous suit depuis aussi longtemps de devenir acteur lui-même en étant mis en situation de pouvoir danser. Donc tous les artistes qui sont présents seront là au service des gens qui ont envie de danser sous toutes leurs formes, pour tous les âges, des plus petits aux plus âgés, et de donner la possibilité à chacun de vivre un moment assez unique sur ce lieu magique qu'est la place du Casino et les alentours, puisque nous irons jusqu'aux terrasses du Casino derrière. Voilà. Et concernant le programme de ce beau week-end, la manifestation commencera par le fameux marathon de Fête de la Danse. Exact. Ce qui va commencer, d'abord c'est un marathon cette année qui va être ouvert donc à 30 couples qui vont prendre le risque de venir danser non-stop. La dernière fois c'était 6 heures, cette fois c'est 12 heures. L'événement sera cette année placé sur la scène du Casino, de la salle Garnier au Casino de Monte-Carlo, ce qui fait que les gens auront la possibilité de découvrir cette merveilleuse salle et puis surtout d'encourager ces gens qui pendant 12 heures non-stop vont danser pour se départager jusqu'au dernier vers minuit. Et puis ensuite, bien sûr, la grande barre géante où tout le monde sera invité à venir faire avec les danseurs des ballets de Monte-Carlo sur la place du Casino une barre. La dernière fois, on avait eu environ 1500 personnes. Je pense que cette année, on peut tabler sur 3 ou 4000 personnes qui viendront prendre la barre avec les danseurs. Après l'énorme succès de l'édition en 2017, vous renouvelez donc l'expérience pour cette année 2023 avec pas mal de nouveautés, il faut le dire, et notamment la durée de l'événement qui a doublé. Absolument. Cette année, on s'est rendu compte que les gens avaient du mal à se quitter à 5-6 heures du matin après avoir passé toute une partie de la nuit ensemble. Et donc, on a eu cette idée, enfin j'ai voulu que les gens puissent se remettre en état de ce moment particulièrement fort, émotionnel, où ils se sont beaucoup engagés physiquement. Et donc on va faire une matinée détox le dimanche matin, qui commencera avec le lever du soleil, avec une très grande séance de yoga pour tout le monde, pour tous les gens qui ont envie de pratiquer ça, ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ainsi qu'une séance de tai chi qui va leur permettre aussi de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé. Et tout ça finira avec un orchestre type Social Vista Club, c'est-à-dire la possibilité pour eux d'avoir un orchestre cubain qui leur permet de finir, je dirais, cette nuit de folie dans de bonnes conditions pour pouvoir ensuite peut-être aller se reposer. Tout au long de l'événement, des centaines d'artistes internationaux, des musiciens virtuoses et des danseurs au sommet de leur art vont se succéder pour faire danser le public. Quels sont peut-être les artistes les plus connus que l'on pourra croiser ? Le but connu, c'est justement ce que je veux un peu éviter. Ce sont des artistes de très grande qualité. On peut parler d'Hervé Koubi, qui est un très beau chorégraphe, qui fait un travail de hip-hop qui est assez incroyable. On peut parler de Marion Krampe, qui est cette spécialiste du pole dance. Mais on peut surtout parler de Goran Bergovic et de son orchestre des mariages et des enterrements. C'est le compositeur de toutes les musiques de films de Kusturica. C'est vraiment une musique entraînante qui est absolument incroyable. Son orchestre jouera à partir de 7h jusqu'à 8h30 sur la place du Casino, sachant
je pense que les gens peuvent difficilement y résister. Et puis, bien entendu aussi, notre ami Antonio Castrignano qui viendra partager la scène avec nous pour représenter à nouveau sur la scène de la place ce Coremeu qu'on a encore retravaillé de manière à ce qu'on puisse le partager encore plus avec le public et tous les gens qui sont présents. Fête de la danse est aussi et surtout l'occasion d'apprendre les différentes danses du monde grâce à des ateliers découvertes. Absolument. Africaine, tahitienne, tap dance, danse espagnole, tout ce que les gens ont... les danses, évidemment, les danses de salon, les gens qui ont envie de faire de la valse, qui ont envie de faire du tango, qui ont envie de faire du boogie-woogie, toutes ces choses-là seront accessibles pour le public qui aura la possibilité de faire les différents ateliers. Ils peuvent même tourner, faire un peu de danse africaine, ensuite passer à l'atelier de danse tahitienne et puis ensuite passer au boogie-woogie s'il a envie. Donc il y a vraiment une capacité à répondre à peu près à toutes les demandes. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui ne trouvera pas quelque chose qui va lui aller pour pouvoir profiter de ce moment particulier. Merci à vous Jean-Christophe Maillot d'avoir été présent sur Monaco Info pour nous dévoiler le beau programme de Fête de la danse. Avec plaisir. Et je vous rappelle que cet événement sera gratuit sur la place du Casino et ouvert à tous les 8 et 9 juillet prochains. La Fondation Prince Albert II participe à Washington au River Run Festival. Le directeur scientifique de la Fondation, Philippe Mondielli, s'est d'ailleurs exprimé lors d'une conférence sur la riche histoire de l'eau de la principauté au fil des siècles. Il a aussi apporté son regard sur la préservation de ce trésor irremplaçable. Très engagé en faveur de la santé planétaire, la principauté a tenu à être présente au Kennedy Center pour célébrer les fleuves du monde entier, les cultures qu'ils ont engendrées et leur rôle en tant qu'artère vitale de notre planète. Et puisque les vacances de printemps continuent, vous pouvez encore inscrire vos enfants pour des stages d'improvisation au Théâtre des Muses. La prochaine session aura lieu du 24 au 28 avril. À l'aide d'exercices ludiques basés sur le plaisir et la connexion à l'autre, les participants s'ouvrent aux joies du jeu spontané. Alors au programme échauffement, diction, aisance corporelle, improvisation, apprentissage de petits textes et aussi une présentation de fin de stage. Pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur le site internet du Théâtre des Muses à la rubrique cours et stages. On retrouve Yannick de Bever pour les prévisions météo de ce samedi avec, on l'espère, un peu plus de soleil. Pour notre plus grand bonheur, Julia, le soleil revient en puissance ce samedi, faisant augmenter les températures pour passer une agréable journée en principauté. Il faudra, comme habituellement, compter sur une petite brise, mais malgré cela, le thermomètre oscillera entre 13 et 18 degrés. En ce samedi 22 avril, nous fêtons Saint-Alexandre et c'est également la journée mondiale de notre planète Terre, une date reconnue comme l'événement environnemental le plus populaire du monde. Pour refermer ce journal, je vous propose de découvrir les clichés de Manuel Vitali qui a assisté au cours de natation dispensé ce matin par la princesse Charlène. Il a ainsi pu immortaliser ce moment de partage unique entre la princesse et les enfants. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous sur Monaco Info. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau point complet sur l'actualité de la principauté. Bonne soirée sur notre antenne. Thank you.